Bonjour à tous, bienvenue à cette huitième activité de la semaine de la formation à distance 2024. Je m'appelle Sarah Dumapril et je suis conseillère aux événements pour Fadio. Un beau bonjour à nos participants. Merci d'être avec nous. J'aimerais savoir comment vous allez cet après-midi. Nous, de notre côté, on avance bien dans notre programmation déjà. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est votre première participation pour l'édition 2024 ou sinon, mais combien d'activités vous avez participé jusqu'à présent? Donc, on a des gens qui nous disent que ça va bien dans les commentaires. Je vous invite là, à discuter avec nous. Quatrième, cinquième, deuxième activité. Il y a des gens qui sont là pour la première fois. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Et là, comme ça défile beaucoup trop vite, je ne peux plus continuer de suivre ce que vous m'écrivez. Mais sachez par contre qu'on a des modérateurs qui seront avec nous au courant de l'après-midi. Et quand vous aurez des questions ou des commentaires, ils pourront prendre tout cela en note. Donc, on se retrouve cet après-midi pour l'atelier vu par l'intelligence artificielle, cultiver un esprit critique chez les personnes apprenantes. Je suis très heureuse d'accueillir avec moi Mathieu Mercier, qui est enseignant au Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup depuis 2018. Mathieu est reconnu dans son milieu pour ses nombreuses implications, Journée du numérique, leader pédago-numérique, ludicisation et intégration pédagogique du jeu sérieux. Il est également collaborateur au Service national du récit, domaine de l'univers social depuis mars 2020. Salut Mathieu, ça va bien? Salut Sarah, salut tout le monde. Je suis vraiment content d'être avec vous. Quelle présentation. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui, mais j'espère que tu vas bien aussi. Oui, je vais bien, merci. Et tu seras, Mathieu, accompagné de Steve Quirion, qui est conseiller pédagogique et responsable du Service national du récit de l'univers social. Dans son mandat, il intervient auprès des écoles primaires et secondaires sur la question de l'intégration des technologies en histoire et en géographie. Il est enseignant de formation, détenteur d'un DESS en communauté virtuelle et d'une maîtrise en histoire. Donc, bonjour Steve, vous allez bien? Oui, oui, très bien. Merci de l'invitation. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous laisse la place pour votre atelier là, dans quelques secondes. Je vais être de retour avec vous pour la période de questions. Donc, on aura une dizaine de minutes à la fin. Je vous l'ai nommé tout à l'heure, mais on a une équipe de modérateurs avec nous qui est composée de Marie-Ève Deschaines et de Marielle Domingue. On a également Catherine de Bernier de Fadio qui est avec nous à la régie. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos commentaires et on prend tout ça en note de notre côté. Bon atelier à tous. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Simplement confirmer que tout va bien. Oui, c'est beau. Super. Juste sortir la boîte de chat pour être sûr que je manque rien. Super. Donc, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Présentation sur l'intelligence artificielle. Donc, sujet incontournable qu'on a de notre côté au Service national du récit de l'univers social, décidé de prendre sous l'angle de l'image parce que, bon, c'est une façon qui est la plus rapide d'amener l'élève à avoir une réflexion sur justement une pensée critique, un début de pensée critique sur justement l'intelligence artificielle comme telle. Puis, ben, c'est ça, c'est sûr que nous, on est en univers social, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments qui vont être transférables dans d'autres disciplines, certainement. Notre expertise se situe surtout au primaire puis au secondaire, mais vous allez voir, cette approche-là, je pense qu'elle peut être intéressante à tous les niveaux. Bon, pour commencer, d'abord, l'image comme telle, ben, ça a toujours été n'est-ce pas, une source d'interprétation même avant l'intelligence artificielle, vous avez certainement vu passer cette chose-là il y a quelques années. Donc, où est-ce que, bon, tout dépendamment de l'angle à laquelle on prend une photo, donc la photographie, ça reste un choix. Ça reste un choix de l'utilisateur. On cadre la photo en fonction d'un message. Puis, tout dépendamment de ce point de vue-là, ben, on peut arriver à une interprétation qui est différente. Donc, ça, d'emblée, là, c'est déjà les photographies, c'est pas le réel que vous voyez, mais ça reste une interprétation du réel selon le point de vue du photographe.
et même de la personne qui, dans le fond, voit la photo. Qu'est-ce que ça change l'intelligence artificielle? C'est un peu la base ou l'intention de cette présentation-là. C'est sûr que bon, ça va amener une dimension qui est très différente, puis même, vous allez voir, ça donne un peu le vertige parce que bon, on va être quand même envahi et bon, il va y avoir des images générées par l'intelligence artificielle et dans le fond, on va se demander à un moment donné, est-ce qu'on est devant une image réelle ou pas? D'ici, pour l'instant, ça va, mais imaginez dans 50 ans. Donc, pour des historiens, parce que bon, c'est notre préoccupation d'abord, ben, ça va rester quand même un problème pour justement interpréter l'histoire. Donc, ça, c'est un enjeu sur lequel on veut travailler et qu'on va aborder ensemble. Puis, ben, comme je le disais, dites-vous qu'il y a différentes approches, hein. L'analyse iconographique ou l'utilisation de l'image en éducation, ben, se fait bon, aussi en art, en langue, en CCQ, donc le nouveau programme de culture québécoise, puis bon, en maths et sciences et autres. Donc, il y a différentes façons dont on peut interpréter l'image et cette approche-là, comme je le disais, est transférable dans différentes disciplines. Donc, on va voir ensemble dans un premier temps juste brosser un portrait de ce que c'est l'intelligence artificielle. Je pense que c'est quand même, on va y aller rapidement, mais en pointant des éléments spécifiques qui nous ont inspirés. Aussi, on va traiter d'analyse iconographique parce que, bon, il y a, c'est un point de départ, je pense, sur lequel on peut tabler. On va vous montrer aussi quelques situations d'apprentissage qui ont été créées par l'univers social. On a aussi des COP avec des enseignants d'expérimentation qui sont en cours. Donc, on a déjà des éléments sur le sujet. euh, à vous présenter, notamment Mathieu qui l'a expérimenté en classe. Puis, ben, on prévoit peut-être avoir un petit moment d'échange à la fin de la présentation. Sachez qu'il y a un moratoire auprès du ministère de l'Éducation, c'est-à-dire que les élèves, on ne souhaite pas pour l'instant que les élèves utilisent l'intelligence artificielle. Donc, les éléments qu'on a faits, donc les tâches sur lesquelles on a travaillé, c'est les élèves qui sont mis en contact avec des images qui ont été générées par des conseillers pédagogiques ou par des enseignants. Donc, peut-être rapidement, petit historique, je vous le mets là. Dans les commentaires du diaporama, vous allez avoir l'ensemble des éléments, mais peut-être juste attirer votre attention sur le test de Turing qui est, dans le fond, un test qui qui vise à essayer de déterminer si je suis en présence d'un humain ou d'une machine. Donc, ce test-là a déjà été battu par ELISA en 66. Donc, bon, c'est pas en 2023, je pense, donc déjà de 22, qu'avec ChatGPT, que ce test-là a été battu. Donc, il y a vraiment du travail qui a été fait dans les dernières années. Le gros du développement, je pense, c'est avec l'apprentissage profond. Donc, je vais vous donner un exemple dans quelques secondes. C'est là qu'on a, avec une base de données considérable, on a pu, avec des algorithmes, faire en sorte que les machines puissent apprendre et prédire. Donc, c'est vraiment les jalons là, qui ont marqué justement l'intelligence artificielle. Le classique, c'est de vous présenter une définition de l'intelligence artificielle selon l'intelligence artificielle, mais je vous amène sur Yves Gingras, qui est historien et sociologue, qui a une description que je trouve intéressante. Donc, pour lui, l'intelligence artificielle, dans le fond, c'est un faux débat, c'est une fausse appellation. Donc, il s'agit simplement d'algorithmes qui ont été programmés hein, par des humains. Et puis, bon, ce qui est différent, c'est que depuis quelques années, comme je te disais, bon, on a un vaste corpus de données où ces algorithmes-là permettent de déduire ou de prédire des choses. Donc, puis ben, derrière, tu as des humains, là, tu sais, vous avez comme des centaines et des milliers d'humains qui viennent confirmer ces données-là bon, dans des pays en développement. Puis bon, il y a vraiment comme l'humain est partout dans ce travail-là. Puis, ben, ce qui va rester aussi, c'est en amont, la structure, elle est produite par l'humain, mais au final, ben, l'image que vous allez choisir, le texte qui va se retrouver au bout, ben, ça va rester quand même une décision de l'humain. Donc, je vais choisir de prendre cette image-là plutôt qu'une autre qui a été fournie, par exemple, par l'intelligence artificielle. Donc, l'IA, dans ce sens-là, est une aide à la décision plutôt que
faut le considérer comme ça. Je vous ai mis la source aussi, la vidéo de Yves Gingras qui est intéressante. Ici, rapidement, peut-être dire que, bon, le diagramme de Gartner, c'est savoir où on se situe justement dans le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est au sommet aux attentes surdimensionnées et à un moment donné, tout ça va retomber, ou on est dans une pente de consolidation pour atteindre un plateau de productivité. Donc ça je vous laisse dans le fond, à vous d'interpréter ce graphique-là en fonction des données que vous avez en ce moment. Voilà. On va vous emmener aussi quelques types d'IA, donc des outils là, qui sont présents, que vous connaissez, donc des générateurs de texte, d'images, et aussi maintenant ce qu'on a appelé pour faciliter son travail, donc des éléments qui s'intègrent à l'intérieur des applications, par exemple, où je peux demander à l'intelligence artificielle de me générer 10 questions sur un sujet X, Y, là, donc que je retrouve dans des applications existantes. On va aller de plus en plus, je pense, vers ce type d'outils-là. Mais sachez que, bon, on vous propose cette catégorisation des outils comme tel. Ici, je montre un modèle d'apprentissage qui est intéressant. C'est Thinkable Machine et qui vise justement à présenter justement à vos élèves comment fonctionne l'intelligence artificielle. Si vous voulez aborder justement l'iconographie avec eux, leur montrer un petit peu cet outil-là peut être une première étape pour justement aborder le sujet. Donc, vous voyez ici, je suis dans Teachable Machine. Puis, ben, je peux entraîner mon modèle. Entraîner mon modèle sur 4 échantillons d'images seulement, donc un chevalier ou un soldat de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, si j'avais 1 million d'images, ben, ça permettrait justement d'entraîner mon modèle de façon plus fine, mais seulement avec ces 4 images-là, je peux justement lui demander je vais désactiver ma caméra. Je pense que ça va entrer en conflit avec mon... Je ne voulais pas faire ça. Donc, et là, vous avez ici un exemple de modèle qui va fonctionner si je peux le réactiver. Si vous l'essayez à la maison, sachez que, je vais revenir à ma présentation. Sachez que, bon, à partir de seulement un modèle comme celui-là, ben, votre modèle va pouvoir essayer de deviner n'importe quelle image pour pouvoir savoir si c'est un soldat ou un chevalier. Donc, dans ce cas-ci, ben, l'intelligence artificielle a reconnu, n'est-ce pas, le chevalier qui était présent. Voilà. Donc, vous avez aussi le lien de Teachable Machine qui est disponible sur le diaporama. Et ben, c'est comme ça qu'on finit par pouvoir générer des images avec simplement une commande, avec un prompt comme tel. Je vais essayer juste de fermer ma caméra puis de l'ouvrir, voir si ça va aider. Voilà, je pense que c'est correct. Super. Euh, Maintenant, l'iconographie. Nous, pour travailler sur l'iconographie, puis encore là, je vous rappelle que l'objectif, c'est de travailler la pensée critique de l'élève face à l'IA. On s'est dit, ben, on va partir de la méthode d'analyse d'iconographie en univers social, en histoire et en géographie, puis pour justement comme base. Puis ensuite de ça, on va voir qu'est-ce que l'arrivée de l'IA change dans mon analyse critique de cette source-là. Bon, d'abord dire qu'il y a, pour nous, l'iconographie, ben, c'est autant un dessin, une photo qu'une affiche. Sachez que les générateurs d'images ont beaucoup de difficultés avec les affiches en ce moment. Donc, à cause du texte, le texte, ça sort toujours un petit peu étrangement. Donc, ça, c'est un des éléments qui peut être détectable quand on produit une image d'intelligence artificielle. Puis rapidement, juste pour que vous ayez en gros un portrait général de ce que c'est la démarche d'analyse d'image en univers social, ben, nous, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est que quand on analyse une iconographie, ben, on part toujours d'une question. Donc, essayer de situer l'élève par rapport à l'utilisation de cette iconographie-là. Donc, que nous apprend, par exemple, cette image à propos de l'industrialisation au Québec. Donc, l'élève est notamment, entre autres, situé géographiquement. Puis, ben, je pourrais, par exemple, peut-être mettre un repère de temps aussi pour le situer, pour qu'il puisse mieux analyser cette image-là.
Donc ça, c'est la première étape. Donc, contextualiser un petit peu, c'est quoi la tâche que je m'attends dans l'analyse critique de l'image. Dans un deuxième temps, ben, c'est contextualiser le document, donc l'analyse externe, donc la critique externe. Évidemment, on se base beaucoup sur les sources. On va voir tantôt que la source d'une image, quand il est question d'une image générée par l'intelligence artificielle, peut poser problème. Mais quand même, tu sais, d'amener nos élèves à se questionner sur ces sources-là, c'est un des éléments pour justement pouvoir débusquer ces images-là qui sont générées par l'intelligence artificielle. Donc, les amener à lire les sources, questionner d'où proviennent les images, puis aussi, ben, si ça vient d'une institution culturelle, ben, de se dire, ben, c'est certainement une vraie image. Ensuite de ça, c'est de comprendre donc la critique interne de l'image, donc de voir les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, ce qu'on fait habituellement en histoire, c'est de questionner le qui, le quoi, le quand, le où, de la démarche. Puis, ben, ça peut peut-être justement amener à débusquer justement des éléments, des non-conformités, des éléments qui seraient peut-être un peu étranges, euh, visibles justement dans l'image générée par l'intelligence artificielle. Et puis, ultimement, ben, ce serait de répondre à la question, donc de pouvoir faire en sorte que cette tâche-là, ce travail-là d'analyse d'une image, ben, serait comme une activité pédagogique en soi, parce que l'image, dans le fond, est souvent utilisée comme, support à l'apprentissage. Donc, on va dire, ben, vous voyez ici, ben, ça, c'est le commerce du bois. T'sais. Puis, on n'en fait pas vraiment une tâche comme telle. Puis, ben, c'est un peu toute l'intention des tâches qu'on va vous présenter ici à l'instant. Voilà. Puis, ben, on vous a mis aussi un guide, donc un guide qui est offert sur le Service national du récit de l'univers social, récitus.qc.ca, où est-ce qu'on vous montre ces démarches-là d'interprétation d'une iconographie, comment interpréter une carte et compagnie. Et je pense que vous avez de toute façon Maude qui met quelques liens dans le chat qui pourraient justement vous donner ce lien-là. Voilà. Donc, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Pouce en l'air, je fais un petit peu de topo rapide. Oui, super. Merci, Sarah. Excellent, merci, Mathieu. Donc, qu'est-ce qui change quand arrive une image qui est générée par l'intelligence artificielle? Donc, vous avez à gauche une image historique produite en 1927 et à droite une image qui a été produite en 2023 par l'intelligence artificielle. Une par l'intelligence humaine, l'autre par l'intelligence artificielle. Ben, c'est sûr que, bon, ce qui change dans la démarche quand on questionne l'image, ben, c'est une fois qu'on se dit justement que c'est une image qui pourrait peut-être être générée par l'intelligence artificielle, ben, la fameuse recherche inversée dans Google Images, ben, c'est peut-être la première chose à faire. Et aussi de se questionner, comme on le disait, sur la source, si ça vient d'une institution culturelle reconnue, ben, tu sais, je peux comme ça déterminer que cette image-là, elle est valable. Puis, une fois que j'ai déterminé justement que cette image-là est créée par l'IA, qu'est-ce qui change dans l'analyse comme telle de l'iconographie? D'abord, ben, tu sais, c'est d'identifier les erreurs actuelles propres à l'IA. Donc, vous savez, là, donc le corps humain, l'arrière-plan aussi. Donc, l'arrière-plan, souvent, est un peu générique. Les répétitions, l'intelligence artificielle a beaucoup de difficultés avec les répétitions. S'il y a plusieurs personnes ou il y a il y a des arbres en plus en termes placés de façon symétrique, là, il y a vraiment vraiment de la difficulté avec ça. La perspective, l'éclairage aussi, des fois le soleil est là, puis l'éclairage est de l'autre côté. Puis ben, il y a aussi le fameux effet studio. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement dans la presse, il y avait un article sur ça, on voyait des visages humains et on vous demandait de reconnaître quelle était l'image qui était générée par l'intelligence artificielle. Ben, en tout cas, je ne vais pas me vanter, là, moi j'ai juste seulement eu une erreur. Donc, il y a vraiment comme des éléments là, qui permettent à l'heure actuelle de vraiment identifier sur l'image ces erreurs-là. Qu'est-ce qui change encore là dans l'intention quand on questionne une image générée par l'intelligence artificielle? C'est se demander, ben, c'est quoi la commande qui est utilisée pour la générer? Donc, comme ça, on essaie de voir c'était quoi l'intention hein, du créateur de l'image.
Et souvent, nous, en univers social, on demande à nos élèves de donner un titre à l'image. Donc, en faisant ça, bien, on va chercher l'intention justement derrière l'image ou derrière l'utilisateur qui a créé cette image-là. Dans un troisième temps, c'est de se questionner justement sur les sources de données. On l'a vu tantôt, dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est basé sur des images pour reproduire celles-ci. Donc, on pourrait demander aux élèves d'aller chercher comme 4-5 images qui auraient pu servir justement d'inspiration pour créer cette image-là. Puis peut-être qu'on va trouver une image qui va ressembler vraiment à celle qui a été produite. Puis, ultimement, ben, tu sais, de dire aux élèves, ben, cette image-là que vous avez sous les yeux, c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a lancée dans l'univers, puis que maintenant, elle s'offre à vous. Il y a vraiment un choix de l'utilisateur. Donc, c'est se questionner sur l'intention, justement, de l'utilisateur derrière ce partage-là d'images ou cette production-là de cette image-là. Donc, dans l'analyse d'une image, d'une iconographie générée par l'intelligence artificielle, il faut considérer ces choses-là. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. C'est ça, vous pouvez poser des questions dans le chat. Maud est là pour y répondre, Mathieu aussi. Et c'est là quand je vous amène sur cette chose-là qui, moi, c'est quand je vous parlais de vertige, j'en suis là, là. Donc, par exemple, si on prend un exemple simple, genre Cartier qui plante une croix à Gaspé, on est parti d'un document 1534, donc où on a Jacques Cartier qui décrit la chose. Ensuite de ça, ce document-là, ben, d'abord, c'est une interprétation d'un Européen qui débarque en 1534 sur un continent. Donc, déjà là, ce document-là, c'est un objet d'interprétation. Deuxième chose, il y a un humain donc un illustrateur en 1927 qui a fait, et 29, donc qui a fait des images, des illustrations. Et nous, ben, on est arrivé en 2023 avec notre image générée par l'intelligence artificielle. Et bon, une des questions qu'on suggère, qu'on pose à l'élève, c'est est-ce que l'image, dans le fond, générée en 2023 par l'intelligence artificielle, elle est plus valable que celle générée par l'humain en 1927, 300 ans après les événements? Puis c'est là qu'on arrive à avoir une discussion vraiment intéressante sur la pensée critique et aussi sur la réactualisation de toute la démarche de l'analyse critique de sources. Donc, c'est là qu'on se dit, bah, c'est vrai que dans le fond, le gars n'était pas là, donc lui, c'est sûr qu'il va interpréter la chose, il va dessiner la chose, puis, ben, tu sais, donc, on ne fait pas juste, en appliquant cette démarche-là, on ne fait pas juste remettre en question ou questionner, dans le fond, les images qui sont produites par l'intelligence artificielle. On questionne aussi tout le corpus là, d'images avec lequel on travaille depuis des années, qui sont dans les manuels et qu'on dit, ben, regardez, Jacques Cartier plante la croix, ça s'est passé de même, comme sur l'image. Puis, ben, ça, c'est intéressant d'amener ça avec les élèves. Et ils sont vraiment, Mathieu va vous l'expliquer tantôt, mais les élèves sont les premiers à critiquer justement ces images-là qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Je vais Exact. t'interrompre. Oui. Je vais t'interrompre, Steve, une petite minute. Il y a un très beau commentaire dans le clavardage où on dit que c'est une analyse critique qui est aussi pertinente pour les adultes. Et c'est un peu le but de la présentation d'aujourd'hui. C'est oui, on vous donne des exemples, qu'on travaille avec les élèves au primaire, au secondaire, mais dans les faits, c'est quelque chose de transversal. C'est quelque chose qu'on a besoin de développer en tant qu'être humain, comme citoyen dans la société, pour être capable d'avoir une réflexion sur les œuvres qui nous sont présentées dans notre quotidien. Super. Merci, Martine Herriot, qui pense je devais y avoir moins de monde qui assistait à ce moment-là. Effectivement, c'est intéressant. Puis, ben, vous allez voir tantôt, Mathieu, vous parler des gens qui étaient sur place au moment de l'événement. Est-ce que ces images-là, d'après vous, sont plus valables ou ils sont moins valables ou restent des objets d'interprétation? Donc, nous, en histoire, notre problématique, c'est une grande. Il faut se questionner sur notre réflexion, sur notre perception du passé. Ça l'amène, cette chose-là. Dans 50 ans, est-ce qu'on va être capable de discerner les illustrations qui ont été produites par l'humain et celles produites par l'intelligence artificielle?
surtout que l'intelligence artificielle a tendance à caricaturer ou à simplifier. Si vous demandez à l'intelligence artificielle, euh, fais-moi, génère-moi une image d'un Canadien, là. Puis, ben, tu sais, vous pouvez le demander, vous allez voir, là, on tombe dans les stéréotypes assez rapidement, là, tu sais. Donc, est-ce que cette donnée-là est importante de savoir si c'était généré par l'intelligence artificielle ou par l'humain? Tu sais? Donc là, encore là, dans 50 ans, cette question-là va se poser. Donc, une réflexion on va avoir tous sur notre perception du passé, ça va être très important. Euh, Deuxièmement, peut-être une perception sur les événements présents, hein, parce que, bon, dernièrement, dans Libération, il y a un manifestant qui tenait une photographie, donc dans la bande de Gaza, d'un bébé qui aurait été découvert dans les décombres. Puis, ben, à un moment donné, ben, Libération est revenu sur sa publication pour dire, ben, on s'excuse, on ne savait pas, cette photographie-là, ben, c'était généré par l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment comme les deux plans. Donc, se questionner sur l'impact de l'iconographie sur le présent, mais aussi sur le passé. Donc, s'il y a des éléments, tu me dis dans le chat. Pour l'instant, Donc, c'est bon. c'est bon, OK. Euh, Autre élément, puis on disait donc là, ici, on peut faire des critiques internes, justement, et externes, justement, d'où vient l'image, donc à partir de quels documents ont été créés, générés l'image que j'ai actuellement. Donc, ça fait partie du questionnement, hein, de la critique externe. On a aussi de la critique interne, là, dans les images. Qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on veut dire avec cette image-là. Mais aussi, dans la critique interne, il y a la question de la source et de l'auteur. Donc, on a fait une recension non exhaustive sur justement qui est l'auteur et les droits d'utilisation de l'image qui est générée par les grands outils de générateurs d'images d'intelligence artificielle. Donc, d'abord, il faut savoir que la propriété des images est attribuée au créateur. Donc, c'est Steve Querillon qui est créateur de l'image que vous aviez tantôt sous les yeux. Donc, il faut aussi, certains outils viennent dire, donc, c'est pas Canva, c'est pas Copilot, là. Donc, c'est vraiment l'utilisateur. Il y a quelques éléments qui sont soulevés par rapport à la dimension, évidemment, éthique, là, donc où il faut identifier la provenance de ces images-là. Et bon, il y a même des outils qui disent, ben, si vous utilisez l'intelligence artificielle, ça se peut que toi, créateur Steve Carillon, soit poursuivi, tu sais. Donc, il essaie de remettre la faute, le fardeau de la preuve sur les utilisateurs de l'IA. Bon, vous savez qu'il y a un certain nombre de poursuites en ce moment, notamment le New York Times avec OpenIA. Donc, il y a des choses qui vont bouger du point de vue du droit d'auteur, mais ça, c'est des choses qu'il faut savoir sur le droit d'utilisation. Steve, est-ce que je peux te demander de poursuivre ton partage d'écran? Ça faciliterait mon travail. Oui, ça marche. Super. Donc, rapidement, je vais vous présenter quelques situations d'apprentissage et d'évaluation qu'on a développées en fait au cours de l'automne dernier. Avec Steve, on s'est intéressé à comment travailler l'intelligence artificielle en classe avec les élèves au regard de l'iconographie, de la critique interne, de la critique externe de documents, et aussi à une époque où les élèves, les étudiants sont confrontés à énormément d'images au quotidien, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans la vie de tous les jours et même au quotidien. Il y a maintenant des restaurants qui utilisent des images générées par l'IA pour faire leur propre menu. Donc, dans ce contexte, il faut comprendre que les élèves seront confrontés et le sont déjà à beaucoup d'iconographie sur leurs différentes plateformes. Comme tu vois ici, cette image-là, c'est une image du 1905 où est-ce qu'on essaie de se représenter l'école en l'an 2000. Donc, voilà.
En fait, la démarche qu'on a développée au Service national du récit, c'est une démarche d'analyse d'une image générée par l'intelligence artificielle. D'abord, il faut s'assurer que l'élève ait la documentation nécessaire à portée de main pour comprendre un événement ou un concept. Donc, il faut lui donner des sources historiques qui ont été validées, qui sont le plus objectives possible. Donc, des sources avérées, des faits vérifiés, des parfois des iconographies qui présentent correctement et judicieusement un événement pour qu'il puisse d'abord se faire une tête sur les éléments qui sont dans les qui correspondent à cet événement. Le qui, le quoi, le quand, le où. Donc, on fournit des sources valables à l'élève d'abord. Puis l'élève va être amené à choisir une image générée par l'intelligence artificielle qui, selon lui, répond à la majorité des, de la caractérisation de l'événement, qui a le plus de où, de qui, de quand, qui a le plus d'éléments qui sont véridiques. Donc, il va faire un choix parmi les images générées par l'IA et va se rendre compte, évidemment, qu'il y en a qui fonctionnent vraiment pas pour présenter un événement tel que, par exemple, Cartier qui plante sa croix à Gaspé. Et une fois que l'élève a été choisi, que l'image a été choisie par les élèves en sous-groupe, là, on discute. Et on discute en classe sur les impacts de l'IA. Évidemment, l'intelligence artificielle transforme un peu notre quotidien, mais a certains avantages et inconvénients. Et c'est bien de les faire vulgariser par les élèves et c'est bien aussi de les amener à débattre du choix de l'image qu'ils ont effectué précédemment. Donc, c'est un peu le processus par lequel nous sommes passés pour proposer des tâches. On se documente, on choisit une image, on la justifie et on en discute par la suite. Nous avons fait différents types de tâches en fonction des niveaux au secondaire. Au premier cycle, on s'est intéressé principalement vraiment à la caractérisation de l'image avec le qui, le quand, le quoi, le où, pour travailler certains éléments du 3QPOC, 3QO dans ce contexte. Et on travaille vraiment l'analyse iconographique et l'analyse de documents. Donc, on l'a fait pour un des premiers villages sédentaires, celui de Çatalhöyük. Nous l'avons fait également pour la Révolution américaine avec un événement très connu, très médiatisé qui est le Boston Tea Party. En troisième secondaire, on travaille principalement la croix de Gaspé par Jacques Cartier. En quatrième secondaire, on travaille la photographie historique en travaillant, par exemple, la génération d'images de la crise de la conscription. Et en cinquième secondaire, on va vraiment plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire d'illustrer un concept grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je vous rappelle que jamais l'élève va générer son image, mais va tenter de déterminer quelle image présente mieux le concept de disparité de richesse aujourd'hui. Dans chacune de nos tâches, on a aussi des questions de travail ou des questions d'enquête, des questions qui vont orienter la tâche de manière générale. Donc, en première secondaire, est-ce que l'IA permet de faire une meilleure représentation du passé que ce que nous avons actuellement? Donc, est-ce que l'IA est capable de nous représenter Çatalhöyük correctement, peut-être des, euh, à partir de certaines images qu'il trouve sur Internet. Donc, l'IA va s'entraîner, bien évidemment, il va tenter de nous proposer quelque chose en fonction de notre commande, mais aussi en fonction des sources qui est à sa disposition dans sa base de données. Puis, si tu peux me permettre, Mathieu, l'IA Oui. a vraiment eu de la difficulté avec Çatalhöyük, que c'est vraiment un des... donc, on n'a jamais eu d'illustration qui était satisfaisante pour se représenter le passé, parce que, bon, le passé, c'est quand même quelque chose de difficile d'aborder avec les élèves. Puis, ben, tu sais, on s'est dit, ben, on va utiliser cette difficulté-là l'IA pour justement amener les élèves à avoir un regard critique là, sur ces images-là. Tout à fait. Puis, il faut comprendre aussi que l'IA a évolué depuis le moment où on a proposé ces images, où on a monté nos tâches. Je vous dirais que depuis septembre et octobre dernier, il y a une immense amélioration de la génération d'images par les différentes plateformes. Cependant, encore une fois, c'est absolument loin d'être parfait.
Il y a un petit débat qui est dans le chat sur l'intelligence artificielle. Effectivement, Audrey, il y a une question justement de savoir ben, comment on cite ça, une source générée par l'IA. C'est sûr qu'il y a l'auteur du prompt, puis après ça, l'outil qui justement est utilisé. Donc, c'est une proposition. Il y a Marielle qui aussi propose une façon de citer ses sources. On a aussi les grands journaux qui viennent mettre un élément en filigrane sur l'image. Et puis, ben, il y a la question aussi les entreprises veulent mettre des filigranes qui sont invisibles à l'œil nu. Donc, ben, évidemment, tout ça, c'est des choses qui peuvent être justement outrepassées, là, mais c'est des choses qui sont intéressantes que vous suggérez dans le chat. Merci. En deuxième secondaire, on s'est intéressé à la question de travail suivante. Cette représentation du passé est-elle crédible et appuyée sur des faits? Donc, ça nous a amené vraiment des discussions très intéressantes avec les élèves. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Oui, peut-être juste dire aussi Oui, que les prompts, nous aussi, dans nos tâches, on met les prompts qu'on a utilisés pour générer les images. Donc, ça, c'est une bonne pratique à avoir quand on génère ces images-là. Peut-être attirer votre attention qu'on essayait de varier les outils, donc Midjourney, Playground. Et donc, dans ce cas-ci, c'était juste Playground, mais on a été chercher des différents outils dans ça là. Est-ce que on voulait présenter une tâche juste pour... oui, Mathieu, je oui, pourrais peut-être juste ouvrir. C'est moi qui contrôle le partage, là, mais donc rapidement, tu sais, je vais ouvrir le cahier de l'élève, puis parfait. Ben, voilà. en fait, très rapidement, bon, on a nos consignes générales, les compétences disciplinaires, compétences numériques, etc. Mais d'abord, on arrive très rapidement à la caractérisation du Boston Tea Party. Donc, on interroge les élèves sur qui ils sont représentés, quel événement, qu'est-ce que vous voyez, où se déroulent les faits avec les indices issus du dossier documentaire. Donc, l'élève a ses sources historiques et les utilise pour faire la caractérisation. Ensuite, l'élève va être amené à choisir, en fonction de la caractérisation qu'il a fait, une image générée par l'intelligence artificielle, celle que vous avez vue précédemment. Donc, sa justification, elle est importante parce que c'est là que l'élève fait vraiment la critique interne du document. Donc, il va faire la critique interne de ces images et va faire la critique interne à partir des éléments du dossier documentaire qu'il a analysé. C'est intéressant de voir comment l'élève est critique envers ces images. Je vous dirais, pour l'avoir expérimenté en classe, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les élèves qui sont très critiques, quand les adolescents sont exceptionnels pour être critiques, euh, regardent ces images-là et disent, ben moi, j'en choisis aucune. Ça correspond pas à ce que je veux. Ça correspond pas au Boston Tea Party de manière générale. Donc là, il y a eu un petit peu de travail de relations publiques avec eux, de dire, oui, mais regarde les images et lesquelles vont chercher le plus d'éléments du dossier documentaire, le plus d'éléments de ta caractérisation, de ton analyse documentaire. Donc, ça amenait les élèves à se questionner en disant, OK, oui, il y a ça. Oui, il y a ça. Ah non, il manque ça. Donc, cette justification-là, elle est intéressante parce que ça les amène à avoir un esprit critique vis-à-vis des images auxquelles ils sont confrontés. Puis, ben, c'est ça, il y a le bout de la discussion. Donc, ce qui est important aussi, c'est de peut-être prévoir des moments en groupe, en sous-groupe, pour discuter, pour qu'on puisse échanger sur le sujet, identifier des éléments positifs et négatifs sur l'utilisation de l'IA et l'image. Puis, avoir un moment peut-être que l'élève puisse justement résumer en ses mots un peu ce qu'il pense de la chose pour qu'il puisse se faire une tête à lui. Puis, puis ici, ben, il y a une question justement qui est plus sur laquelle tu vas revenir tantôt, Mathieu. Tout à fait. Donc, je vais revenir à ouais, la présentation. Donc, l'image, en secondaire 3, on a fait celle sur Jacques Cartier, donc j'en ai amplement parlé, mais c'est quand même une question qui est fondamentale, celle-ci, là, et qui porte à débat. Aussi, ben, la photographie, vous avez des exemples d'images générées par l'intelligence artificielle où est-ce que, bon, vous le voyez, l'effet répétition des fois.
On a aussi les élèves vont certainement justement voir les écriteaux. On s'écrit dans une langue impossible. Vous avez cet effet-là studio, hein, donc un peu là, qui se retrouve dans les images. Donc, c'est trop net, c'est trop. Et dans celle-ci, ben, il y a une image qui est générée par l'intelligence humaine, laquelle, donc dans le chat, je vous laisse peut-être nous identifier celle que vous pensez qui a été générée par l'intelligence humaine. Donc, on a la 4, la 3. 2, la 3 semble être... donc, il y a peut-être des profs d'histoire dans la salle. Donc, effectivement, la 3 elle est moins chargée. Donc, sinon, si vous connaissez cette image-là, c'est à peu près une des seules images qu'on a de la révolte. Euh, donc, euh, donc, elle est connue dans la mémoire, mais tu sais, dans quelques années, peut-être qu'on ne se souviendra plus que c'est celle qui était facilement, du moins, qui était générée par l'humain. Donc, les autres sont effectivement générées par l'intelligence artificielle. Et oui, il y a Tout à fait. une photographie, il y a une pub de cigarette. Oui, puis des problématiques en lien avec la feuille d'érable sur le drapeau canadien dans l'image 4 aussi. Tout à fait. Il y a un petit personnage en bas un peu étrange, là, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Donc, on appelle ça des hallucinations, puis c'est vraiment lié à cette idée-là de probabilité, là. Donc, on essaie de déduire ou de prédire, dans le fond, des choses avec l'IA. Et la génération de l'image, ça fonctionne avec des pixels. Donc, c'est comment les pixels sont agglutinés, dans le fond, pour pouvoir se faire une représentation d'un objet. Puis bon, voilà. Ici, ben, en secondaire 5, on amenait les élèves à se questionner sur la photographie, donc prise par l'intelligence humaine. Au départ, on a écrit intelligence humaine et on trouvait ça un peu étrange de dire intelligence humaine. C'est pour dire, hein? Donc l'humain qui prend une photographie versus l'intelligence artificielle qui génère un graphique. Puis, bon, les élèves devaient comme identifier sur certains plans les éléments qui leur semblaient plus valables pour comprendre le concept de disparité et de richesse, notamment en ce qui concerne l'habitation, le transport, la population, je pense. Donc, il y a vraiment comme des éléments sur lesquels ils doivent travailler comme tels. Et ultimement, on leur demande de faire une tâche, donc dans le fond, de générer une affiche pour sensibiliser les gens à la disparité de la richesse et ils doivent choisir soit une photographie ou l'image générée par l'intelligence artificielle. Et là, ben, tu sais, là, on peut jouer sur justement essayer d'expliquer son choix. Est-ce qu'on va vers une image qui essaie d'illustrer quelque chose où on touche à plusieurs aspects ou on va vers l'authenticité d'une image produite par l'humain? Donc, ça, c'est la tâche créée pour le cours de monde contemporain 5e secondaire. Voilà. Tout On à vous a fait. aussi fait un guide, justement, un canevas ouvert si vous voulez créer vos propres tâches, dans le fond, sur l'intelligence artificielle. Donc, vous vous dites, ah oui, moi, j'aimerais ça, essayer ça avec mes élèves. On vous a fait un cahier de l'élève qui est un canevas ouvert et un guide de l'enseignant pour vous guider dans votre élaboration de votre activité de ce type-là. Dans ça, ben, vous allez pouvoir comme faire une copie de ces documents-là pour pouvoir les réutiliser de votre côté. Donc, c'est dans le lien qui est ici. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur les tâches qui ont été présentées. J'espère que ça répond aux besoins, ça semble. Je peux peut-être me joindre à vous. Donc, Oui. période de questions. On a quelqu'un qui nous a écrit dans le clavardage. Vous pensez que le choix de la langue a un rôle dans la génération des images, c'est-à-dire si on lui donne une commande en anglais, est-ce qu'on aura un meilleur résultat que si on écrit le prompt en français ou autre?
Ben, c'est une très bonne question. Moi, je pense que le monde pense en anglais. Les machines fonctionnent certainement en anglais et donc votre commande va passer à travers le filtre de la traduction d'une autre machine, là. Donc, mais tu sais, il y a pas de secret dans l'art de la commande, là. Il faut des fois affiner sa commande pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Puis, puis aussi, ben, il y a des outils, je pense, comme Copilot qui vient de Microsoft, qui sont, je pense, qui peuvent facilement prendre des commandes en français. Puis on a fait le test, là. Donc, mais il faut quand même garder en tête que c'est des outils, on imagine, qui sont d'abord été programmés en anglais. Tout à Super. fait. Puis il y a quand même une amélioration par rapport à septembre-octobre dernier, par rapport aux outils, par rapport à la langue française. On a également Éric Ouellette qui vient tout juste de nous écrire, tout à fait pertinent comme conférence. Vous m'alimentez pour mes prochains cours. Merci. Super. Et je vais prendre le temps de le nommer. Donc, on a, vous en avez je pense que vous l'avez un petit peu nommé tout à l'heure, mais je vais prendre quand même le temps de le lire à voix haute. On a un commentaire qui a suscité plein de réponses dans le clavardage. Donc, commentaire d'Audrey Miller qui dit: C'est fort intéressant cette question de droit d'auteur, considérant qu'on souhaite que l'IA demeure au service de l'humain et puisse augmenter ses capacités. Je suis d'accord avec la propriété de l'image à la personne qui l'a créée, surtout si elle a raffiné son prompt pour obtenir un résultat particulier, mais j'irai plus loin éthiquement en accolant d'office une mention du type via outil à la source. Et on a eu plusieurs réponses, des gens qui sont d'accord, qui disent que pour l'instant, que savoir que l'image a été générée par IA, en fait, c'est un incontournable. Tout à fait. Et on a des réponses qui disent que chez nous, on a opté pour une mention de type référence. Bref, c'est une belle discussion qui a continué dans le clavardage. Euh, J'invite justement les participants, on a encore le temps de répondre à des questions, donc ne vous gênez pas à nous écrire ça dans le fil de discussion, on va y répondre. René Bélanger qui nomme Adobe Firefly est impressionnant pour générer les images aussi. Merci pour votre analyse des images, ça donne des pistes. Super. Peut-être on pourrait poursuivre avec l'expérimentation de Mathieu puis en même temps, on garde Oui, un œil sur le chat, puis on prend des interventions ensuite. tout à fait. Euh, Rapidement, pour vous mentionner, j'enseigne en première, deuxième secondaire et cette année, j'ai décidé d'expérimenter la tâche sur le Boston Tea Party avec les élèves. À ce moment-là, la tâche s'est plutôt bien passée, les élèves ont participé, vraiment ont discuté de l'intelligence artificielle, des avantages, des inconvénients, mais le plus gros impact que j'ai vu, c'est à la période suivante. C'est pas directement en lien avec la tâche, mais c'est en présentant un contenu supplémentaire en poursuivant mon dossier. J'ai travaillé en fait sur le massacre de Boston, donc massacre de Boston ou l'événement de euh, la rue King, ça se peut-tu? L'incident de la rue King, à moins que je me trompe. Oui, Bon, King Street. c'est ça. Donc, l'incident de King Street. Et cet événement-là a été présenté aux élèves et je voulais vraiment faire un pont avec la période précédente. Donc, je leur ai demandé, si on regarde cette gravure-là qui a été faite par Paul Révry, qui était un patriote américain, est-ce que cette image-là, elle est valable? Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle représente bien l'événement qu'on appelle aujourd'hui massacre de Boston? Les élèves ont répondu tout bonnement, ben, monsieur, l'image a été faite la même année, l'image a été faite rapidement, elle a été publiée dans les journaux. Je veux dire, c'est collé aux faits. Donc, parce que cette image a été présentée, a été réalisée, a été gravée directement après les faits, les élèves lui accordaient une valeur très, très grande. Et quand j'ai réussi à leur présenter des documents historiques qui nous montrent que Paul Révry a, a triché, si je peux dire ça comme ça, sur les faits, qu'il a vraiment augmenté, qu'il a, en fait, qu'il a interprété, qu'il a présenté les faits d'une façon interpré- à, à, à modifier l'opinion publique, à l'orienter du moins.
mais les élèves vont faire, oh, OK, une image, même si elle est d'époque, peut avoir une intention et peut servir à une limite de propagande. Donc, peut pousser un fait, pousser une opinion et tenter d'influencer la population. Donc, avec des sources historiques, ici c'est un texte de Donner Braden du musée Henry Ford aux États-Unis, nous explique que la gravure de Paul Revry ne présente pas correctement les faits historiques. Donc, il a déjà choisi un type dramatique. Il a mis l'accent sur la fusillade, sur les coupables, sur les soldats qui sont alignés comme lors d'une bataille rangée. Il a rehaussé d'autres détails. Il a changé en fait le bureau des douanes pour le Butcher Hall. Donc, il a fait des modifications comme ça dans sa gravure pour tenter d'influencer l'opinion publique américaine pour soutenir la rébellion des patriotes. Bref. Donc, il y a quand même eu cette discussion-là et cette retombée qui n'est pas directe, mais très indirecte de la tâche sur le Boston Tea Party. Et ça a amené quand même beaucoup de moments pédagogiques pertinents en classe par la suite. C'est pour ça que quand je disais, ça réactualise toute la question de l'analyse critique de sources. Donc là, c'est vraiment des prises que vous avez pour revenir sur des documents originaux créés par l'humain, puis vraiment d'aller un petit peu plus loin. Ben, donc, finalement, l'image comme objet d'interprétation, c'est pas nouveau, ça date de toujours, ça vous le saviez, mais vos élèves vont peut-être l'apprendre, puis ben, c'est une façon de déguiser leur pensée critique. Donc, on avait un peu comme le tableau de la mort de Wolfe, effectivement, et Benjamin West. On voulait présenter des outils, justement, juste rapidement, pour Parfait. que Oui, si, dans le fond, si les gens n'ont pas, tout ça, présenter quelques outils qui, rapidement, pourraient vous lancer pour vos tâches. parfait. Je vais partager mon écran pour parler de Copilot. Ouais, Copilot, voilà. c'est bon. Donc, Copilot est un outil qui a été lancé très récemment par Microsoft et ceux et celles qui possèdent des comptes institutionnels peuvent y avoir accès avec Microsoft. Donc, comme vous le voyez, je suis connecté avec mes identifiants de centre de service, c'est Escamloo. Et ce qui est super intéressant avec ça, c'est que mes données sont protégées puisque j'ai un compte organisationnel. Et ça, c'est quand même un avantage, je pense, significatif par rapport à d'autres plateformes. Donc, Copilot nous offre un style de conversation, de génération d'images, soit plus créatif, plus équilibré ou plus précis. Pour les images, selon mes tests, le créatif est à privilégier. Avec la précision, il y a vraiment d'interférences dans la génération d'images. Je vais aller chercher une commande qu'on a faite pour le village sédentaire de Çatalhöyük, le village néolithique de Çatalhöyük. Je vais lui donner une commande en français. Voilà. Donc, génère une représentation de Çatal. En passant, si je prononce pas bien Çatalhöyük, ne me jugez pas. À partir de cette commande. Donc, la commande est la suivante. Le village néolithique de Çatalhöyük, dans le croissant fertile, maison en briques crues, circulation à l'aide d'échelle, absence de rue. J'aurais pu aller plus loin encore, raffiner mon prompt ou ma commande, comme a dit Audrey Miller tout à l'heure. Et voilà ce que Copilot va me donner. Il y a un petit décalage. Voilà. Donc, en attendant, il y a Dominique Gagné qui nous dit prendre conscience de la pertinence éventuellement des filtres dans les moteurs de recherche pour distinguer les images qui ont une origine comme origine photographique et une autre qui a été générée par l'IA. Justement, Photoshop, c'est un des outils qui est assez puissant, justement, en termes de générateur d'images, là. Donc, puis ben, c'est pour ça qu'on vous a mis aussi Playground AI, donc Copilot. Je pense que tu t'es fait déconnecter, hein. Oui, c'est ça. Je vais me connecter avec C'est bon. Edge.
Fait que c'est pour ça que Copilot, dans le fond, c'est un outil simple à partir d'une commande, mais tu as des outils comme Playground AI qui permet justement de raffiner vraiment vos images. Vous pourriez, par exemple, sur une photo existante de Québec, mettons, sur le boulevard René Lévesque, lui demander d'ajouter un tramway pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner une ville avec un tramway. Donc, puis ben, il va ajouter là, l'image à un endroit précis. Donc, c'est le genre de choses qui peut être intéressant pour nous en géographie, essayer de penser à des solutions pour encourager le développement durable ou le transport en commun ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des outils spécialisés. Photoshop, même chose, peut comme sélectionner juste une partie d'une image, puis dire, ben, ajoute-moi un chien, ajoute-moi un autochtone, ajoute-moi un Européen, un castor. Donc, justement, pour essayer de complexifier cette image-là et la personnaliser au maximum. Donc, c'est vrai, ça devient des outils qui sont vraiment très, très, très complets, là. Donc, tu as Donc, ton image. ouais, donc voilà le résultat. Vous voyez que dans l'arrière-plan, tel que Steve l'a mentionné tout à l'heure, il y a quand même des interférences, il y a des autoroutes. Donc, j'imagine que vers moins 10 000 avant Jésus-Christ, les autoroutes n'étaient pas existantes, à moins que je me trompe, là, mais je crois avoir raison sur cette question. Donc, il y a quand même l'interférence, mais il a respecté certains éléments. Le passer d'une maison à l'autre avec les échelles. Cependant, on aurait pu spécifier que les maisons de Çatalhöyük, les ouvertures étaient par le toit, que les portes étaient absentes. Il y a une absence de rue quand même, des passages piétons, on peut dire ça comme ça, on peut marcher dans le village. Donc, il y a peut-être certaines singularités comme ça qui devront être raffinées, mais c'est un premier jet. Les élèves sont en mesure d'identifier les erreurs, mais quand même les bons coups de l'IA à travers une image comme celle-ci. Peut-être avant de se quitter, peut-être juste aller à la dernière. Oh, OK, tu Ouais, as arrêté ton partage. Je voulais ouais, juste vous vas-y. montrer une dernière chose. Donc, vous dire que si vous êtes intéressé parce que la conférence finit dans 2 minutes, si vous êtes intéressé à avoir une reconnaissance professionnelle, donc campus.récit.qc.ca, c'est là qu'on a les badges pour reconnaître le temps que vous passez cet après-midi avec nous. Donc, sur Campus Récit, vous allez avoir une multitude d'auto-formations. Donc, si vous voulez avoir une reconnaissance professionnelle, ben, vous pouvez vous créer un compte avec votre institution. Donc, en cliquant en vous connectant ou en créant votre compte dans un premier temps sur le premier lien. Donc, Maude va mettre le lien ou a mis le lien dans le chat. Et ensuite de ça, il faut cliquer sur le deuxième lien. Donc, revenir dans la présentation parce que, bon, vous allez avoir de la difficulté à trouver le badge dans le campus. Il y a plein de formations dedans. Donc, vous cliquez sur le deuxième lien et vous aurez accès à l'information. Si jamais il y a des éléments qui ont été justement qui vous ont intéressé, vous êtes à la recherche d'un document, d'une chose qu'on a présentée, puis vous ne le trouvez pas dans le diaporama, ben, vous avez nos coordonnées, donc info@recitus.qc.ca. J'ai mis mon courriel aussi, mon personnel donc, du récit. Donc, vous avez info. Vous allez être sûr d'avoir accès à quelqu'un qui va vous répondre rapidement ou sinon à mon courriel personnel pour toute question. Donc, on vous remercie beaucoup de votre participation. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a le temps pour une question ou pas. Désolé, Sarah, on est bavard, hein? Ça va, c'est bien parfait. Je vois dans les commentaires là, que les gens disent à quel point c'était très intéressant. Ils vous remercient beaucoup d'avoir été là. Je vais vous demander si c'est possible de pouvoir faire un petit partage d'écran de mon côté. Oui. Donc, on dit vraiment génial, merci, merci beaucoup, très stimulant. René Bélanger qui dit que c'est tout un monde. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que c'est tout un monde. Mathieu, Steve, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi.